Un film rejeté 43 fois, deux acteurs qui se détestaient, une eau si glacée qu'elle a provoqué des hypothermies, des dirigeants convaincus d'un naufrage annoncé, et pourtant 214 millions de dollars et une place permanente dans la mémoire collective. Voici Dirty Dancing, le film que personne ne voulait faire et qui est devenu le phénomène que personne n'avait vu venir. Derrière ce porté iconique et cette bande originale inoubliable se cache un chaos absolu, des désastres en cascade, des tensions sur le plateau, un froid extrême qui a hospitalisé des acteurs et des accidents purs qui sont devenus de la magie cinématographique. Abonne-toi, laisse un like et dis-nous en commentaire lequel de ces secrets t'a le plus stupéfié. Voici 15 faits que vous ne connaissiez pas sur Dirty Dancing. Numéro 15. 43 studios ont dit non avant qu'un seul dise oui. En 1985, Eleanor Bergstein achève le scénario de Dirty Dancing. Des années de recherche, ancrées dans ses propres étés dans les Catskills. Elle le soumet à la MGM, on aime le titre. L'exécutive Eileen Mizell s'emballe, associe Bergstein à la productrice Linda Gottlieb. La pré-production commence. Puis, la direction de la MGM change. Les nouveaux exécutifs lisent le script. Refus. Le projet entre en enfer du développement. Bergstein fait le tour de chaque grand studio hollywoodien. Universal dit non. Paramount dit non. Fox, Warner Brothers, tous rejettent. Les raisons s'accumulent. Trop petit, trop niche. Les Catskills n'intéressent personne. Les films de danse ne se vendent pas. La thématique de l'interruption de grossesse est trop controversée. Un exécutif aurait littéralement dit « Personne ne veut voir un film qui s'appelle Dirty Dancing ». Après 43 refus, Gottlieb est prête à tout abandonner. C'est alors que Bergstein tombe sur un article du New York Times au sujet de Vestron Incorporated, une société de distribution vidéo basée dans le Connecticut qui lance une division cinéma. Vestron accepte de les recevoir, mais avec une condition. Le budget maximum est de 5 millions de dollars. Gottlieb avait calculé 8 millions au plus serré. Descendre à 5 semblait impossible, mais elle n'avait plus d'autre option. Pour atteindre ce budget, Gottlieb doit loger l'intégralité de l'équipe et du casting dans le même hôtel que celui utilisé pour le tournage. Et c'est là que tout se complique encore. Des incidents en Europe en 1986 poussent les Américains à annuler leur voyage à l'étranger, ce qui fait exploser la demande dans les hôtels américains. Les prix s'envolent. Trouver un hébergement abordable devient un cauchemar. Gottlieb finit par dénicher un seul établissement en Virginie prêt à coopérer avec leur budget. La condition, tourner en septembre. Le contrat est signé en juin, 3 mois pour tout préparer. Le film que 43 studios avaient su refuser allait être tourné pour une poignée de dollars sur un calendrier impossible. Numéro 14. Ils se détestaient avant même le début du tournage. Patrick Swayze et Jennifer Grey s'étaient déjà retrouvés ensemble sur Red Dawn en 1984. Et c'est là que tout avait déraillé. Le réalisateur avait soumis ses jeunes acteurs à 8 semaines d'entraînement militaire pour les immerger dans leurs personnages. Patrick, qui jouait le meneur, s'y était engagé corps et âme, en mode acteur de méthode intégrale, sans jamais sortir du personnage. Jennifer l'avait décrit comme un fauteur de troubles, faiseur de blagues, irrécupérable. Elle avait confié au journaliste qu'il se comportait de façon machiste et qu'elle ne le supportait plus. À la fin de Red Dawn, il ne s'adressait plus la parole. Quand Dirty Dancing arrive en casting, Jennifer est déjà en place pour le rôle de Baby. Le nom de Patrick est soumis pour Johnny. Elle refuse de retravailler avec lui. Mais leur essai caméra révèle une chimie à couper le souffle. Patrick obtient le rôle. La coopération initiale s'évanouit rapidement. Patrick s'irrite de ce qu'il appelle les sautes d'humeur et la nature émotionnelle de Jennifer. Elle fond en larmes à la moindre critique sur sa performance. D'autres fois, elle s'effondre dans des fous rires incontrôlables qui obligent à recommencer les scènes encore et encore. Jennifer, de son côté, trouve l'audace de Patrick intimidante face à ses propres peurs et hésitations. La tension monte au point que la productrice Bergstein et le réalisateur Émile Ardolino doivent intervenir. Ils leur font revoir leurs essais caméra initiaux, ceux où la chimie est indéniable. Ça fonctionne temporairement. Ils retrouvent leur énergie commune, tournent leurs scènes avec une intensité renouvelée, puis reprennent leur stratégie d'évitement entre les prises. Mais voici le paradoxe. Leur tension réelle a créé la dynamique parfaite entre Johnny et Baby. Ce jeu d'attraction et de résistance que vous voyez à l'écran, une grande partie était authentique. Numéro 13.
Jennifer a fait une hypothermie en tournant la scène du lac dans une eau à 4 degrés, le célèbre porté dans le lac, l'une des images les plus romantiques du cinéma. Ce qu'on ne voit pas, c'est que c'était une torture. La scène était prévue pour être tournée en été, dans une eau confortable. Ça ne s'est pas passé ainsi. Une vague de chaleur au début de la production a tout décalé. Et quand ils arrivent enfin à la scène du lac, c'est fin octobre à Mountain Lake, en Virginie. La température de l'eau est descendue à environ 4 degrés, juste au-dessus du point de congélation. Jennifer Grey a déclaré des années plus tard qu'il faut être jeune et affamé pour rester aussi longtemps dans une eau aussi froide. Patrick Swayze, dans son autobiographie, l'a qualifié d'hypothermiquement glacial, d'une façon qui donne le frisson rien qu'à y penser. Voilà ce que ça donnait depuis la rive, des membres de l'équipe en manteaux lourds avec capuche et gants, certains avec des couvertures et des thermos de café chaud. Et dans l'eau, Patrick et Jennifer en jeans et chemise. C'est tout. Ils répètent dans le porté encore et encore, leurs lèvres virant au bleu, leur peau pâlissant, tremblant si fort qu'ils peuvent à peine tenir la position. Le chorégraphe Kenny Ortega observe la scène depuis la berge, conscient qu'il faut le plan, mais voyant l'état de Jennifer se dégrader. Il révélera plus tard qu'elle a réellement développé une hypothermie. Entre les prises, ils s'extirpèrent de l'eau en titubant. L'équipe les enveloppait dans des couvertures pour les réchauffer, puis ils replongeaient. Patrick souffrait d'une blessure grave au genou, avec une accumulation de liquide qui provoquait une douleur constante. Soulever Jennifer dans cette eau glacée, même si elle était légère, ressemblait selon lui à soulever 200 kg. Ils ont tourné cette scène encore et encore pour différents angles. Regardez-la attentivement maintenant. Ce n'est pas du jeu d'acteur. Les lèvres de Jennifer sont vraiment bleues si vous regardez de près. Et la grimace de Patrick, ce n'est pas l'intensité de Johnny, c'est une douleur réelle. Numéro 12. Ils n'ont jamais répété le porté final et ne l'ont exécuté que 2 fois dans leur vie. Le porté final iconique, Johnny soulève Baby au-dessus de sa tête pendant le grand numéro de danse. Ce mouvement n'a jamais été répété avant le tournage. Jennifer avait une peur authentique d'être portée au-dessus de la tête de Patrick et repoussait constamment les répétitions. Ils ont attendu que les caméras tournent pour tenter le mouvement et l'ont réussi du premier coup. Jennifer a déclaré plus tard qu'elle ne l'avait fait que le jour du tournage, qu'elle ne l'avait jamais répété avant et ne l'avait plus jamais refait depuis. Ce qui rendait l'exploit encore plus remarquable, c'est le genou de Patrick. Son état était si préoccupant pendant le tournage que du liquide devait régulièrement être drainé pour réduire l'enflure. Malgré la légèreté de Jennifer, soulever quelqu'un au-dessus de sa tête avec un genou endommagé mobilisait tout ce qu'il avait. Le porté du lac plus tôt dans le film obéissait à la même logique, exécuté seulement 2 fois dans leur vie entière, une fois dans le lac, une fois dans la finale. Ils ne l'ont jamais recréé, même lors de réunions anniversaires. Jennifer l'a qualifié de choses qu'on fait le jour J, et a dit que Patrick était la seule personne en qui elle aurait jamais eu confiance pour l'essayer, grâce à sa formation en ballet et à sa force. Ce porté final survient à la fin d'un numéro épuisant. Un vrai respect pour s'en être sorti. Une vraie affection l'un pour l'autre à cet instant précis, malgré tout ce qui s'était passé hors caméra. Jennifer a écrit dans ses mémoires que ce que vous voyez entre eux dans cette scène était de l'émotion authentique. Numéro 11. La rage de Patrick dans la scène du fou rire était 100% réelle. La scène où Johnny apprend un mouvement à Baby et fait glisser ses doigts le long de son bras pendant qu'elle éclate de rire. Ça paraît enjoué et flirteur, parfaitement écrit. Rien de tout ça n'était dans le scénario. Voilà ce qui s'est réellement passé. Il est 4 heures du matin, dans un bâtiment en tôle sans chauffage, après 18 heures de tournage. Patrick veut désespérément rentrer chez lui. Le réalisateur installe le plan. Patrick se place derrière Jennifer et fait glisser ses doigts sur son bras. Simple, ça devrait prendre une prise. Jennifer éclate de rire. Elle est extrêmement chatouillée, surtout sous les bras, et la main de Patrick effleure précisément cet endroit. Elle perd complètement pied. Coupé. On recommence. Patrick fait glisser ses doigts, et Jennifer commence à rire avant même qu'il la touche, anticipant le chatouillement. 5e prise, 8e, 12e. Jennifer n'arrive pas à s'arrêter. Parfois, elle tient quelques secondes, puis craque. Parfois, elle rit avant même que la scène ne commence. Le visage de Patrick se durcit progressivement, son expression passant de la patience à l'agacement, puis à une vraie colère. Le chorégraphe Kenny Ortega, qui observe depuis le côté, réalise ce qui se passe et confiera plus tard que le regard sur son visage ne venait de personne. Ce n'est pas Johnny qui s'impatiente de l'inexpérience de Baby. C'est Patrick Swayze à 4 heures du matin,
gelé et épuisé, regardant Jennifer rire pour la 20e fois d'affilée. 23e prise. Le réalisateur abandonne et dit « On garde ça, c'est parfait ». L'exaspération de Patrick, 100% authentique, est devenue l'un des moments les plus aimés du film. Jennifer ne pouvait pas s'empêcher d'être chatouillée. Patrick ne pouvait pas s'empêcher d'être irrité. Et la caméra a capturé deux personnes, à l'extrême limite de leur force, ce qui est devenu de la magie pure. Numéro 10. La vague de chaleur qui a envoyé des acteurs à l'hôpital. 5 septembre 1986. Premier jour de tournage à Lake Lure, en Caroline du Nord. La température atteint 39 degrés. Les météorologues avaient prévu 28 à 30 degrés. C'est une vague de chaleur qui s'est abattue sur le plateau. Jour 1. Les acteurs se présentent pendant des tenues d'époque fidèles à 1963. Laine, polyester, plusieurs couches de tissu qui ne respirent pas. À midi, les gens s'effondrent, le maquillage coule, les acteurs sont trempés de sueur. Jour 2, 40 degrés. Un des danseurs s'écroule en pleine répétition, les médecins diagnostiquent une déshydratation sévère. Ambulance. Arrêt de la production pendant 2 heures. Jour 3, 41 degrés, et plusieurs personnes sont en difficulté. L'équipe installe des tentes de refroidissement, des bains de glace, des ventilateurs industriels. Rien n'y fait vraiment. Les scènes en intérieur sont encore pires. Les bâtiments n'ont pas la climatisation, et avec les projecteurs de production, d'énormes ampoules qui dégagent une chaleur intense. Les températures intérieures montent à presque 50 degrés. Les acteurs font une prise, sortent en titubant, certains sont pris de nausées dues à l'épuisement par la chaleur, puis rentrent pour la suivante. Patrick insiste pour faire ses propres cascades, notamment une scène où il s'équilibre sur un tronc au-dessus de l'eau. Il tombe encore et encore, heurte le fond violemment. Le recommence jusqu'à ce que son genou commence à enfler, au point que le liquide doit être drainé entre les prises. Plusieurs acteurs sont hospitalisés au cours de la première semaine pour des problèmes liés à la chaleur, et la compagnie d'assurance de la production commence à menacer d'arrêter le tournage. Puis les retards causés par la canicule repoussent le calendrier en automne, ce qui crée un problème entièrement nouveau. L'eau glacée des scènes de lac. L'équipe et les acteurs ont donc enduré une chaleur extrême pendant 3 semaines, puis un froid extrême pendant les 2 dernières, de 41 degrés à une hypothermie à 4 degrés, le tout en 43 jours. Numéro 9. Ils ont renvoyé la mère de Baby à l'heure du déjeuner et l'ont remplacée en 20 minutes. 5 septembre 1986, jour 1. Lynn Lipton arrive sur le plateau pour jouer la mère de Baby dans la scène d'ouverture où la famille Houseman roule vers le complexe de Kellerman. Il tourne la scène dans la voiture. On aperçoit brièvement ses cheveux blonds dans le montage final. C'est tout ce qu'il en reste. Entre les prises, Lipton se plaint à répétition de fatigue et de faiblesse. Elle a besoin de s'allonger constamment. La productrice Linda Gottlieb note dans son journal de production que l'actrice doit se coucher souvent. Tout le monde est inquiet, mais ils poussent et finissent la scène. Jour 2, 6 septembre. Lipton arrive dans un état visiblement aggravé. Il commence à tourner ses scènes avec Jennifer Grey, mais au bout de 2 heures, c'est évident, ça ne peut pas continuer. Les notes de Gottlieb indiquent qu'il est clair pour tout le monde que cette femme ne sera plus la mère de Jennifer Grey très longtemps. À l'heure du déjeuner, on renvoie Lipton chez elle en lui disant de se reposer et de consulter un médecin. Et là, un problème énorme surgit. Il y a une scène prévue cet après-midi-là avec la mère de Baby, et 200 figurants sont déjà sur le plateau, payés à l'heure. Des figurants qu'on ne peut pas reprogrammer. Gottlieb scrute les alentours frénétiquement. Kelly Bishop, déjà castée dans le rôle de Viviane Pressman, une résidente du complexe, se tient à proximité. Gottlieb se retourne vers elle. « Tu es la mère maintenant. » Bishop demande ce qu'il advient de son propre rôle. Gottlieb répond « On verra. » On costume Bishop, on la maquille, on la jette dans la scène avec un minimum de préparation et on tourne cet après-midi-là avec les 200 figurants. Le rôle original de Kelly Bishop est confié à Miranda Garrison, l'assistante chorégraphe qui apprend les danses à Jennifer depuis le début. Garrison est donc simultanément assistante chorégraphe et actrice dans le film. La note de Gottlieb résume parfaitement la situation. Kelly a un atout majeur. Elle est la numéro 8. Les exécutifs n'ont regardé le montage brut et l'ont trouvé pornographique. Le tournage se termine le 27 octobre 1986, dans les temps et dans le budget. Personne dans l'équipe n'aime le montage brut. Les dirigeants de Vestron le visionnent et sont convaincus que le film va être un désastre complet.
Les choses prennent une tournure encore plus absurde quand les rushs du film se retrouvent régulièrement bloqués à la frontière canadienne parce que les autorités les soupçonnent d'être du contenu réservé aux adultes à cause du titre. Sans sponsor majeur, Vestron doit assurer la promotion seul. Leur plan est modeste, sortir le film en salle pour un seul week-end, puis le pousser directement en vidéo. Étant donné que Vestron était dans la distribution vidéo avant de se lancer dans la production cinéma, il pensait sincèrement que la carrière en salle serait anecdotique. Les exécutifs organisent une projection en mai 1987 pour recueillir l'avis du producteur Aaron Russo. Les témoignages de cette projection décrivent une salle mal à l'aise et incertaine. Personne ne savait si le public allait accrocher. Vestron repousse la date de sortie de juillet au 21 août 1987 pour éviter la concurrence d'autres films destinés à la jeunesse. Ils font imprimer un nombre limité d'affiches, réservent peu de salles et croisent les doigts. Le film qu'ils étaient convaincus de couler ouvre avec des attentes modestes. Puis, quelque chose que personne n'avait prévu se produit. Le bouche à oreille explose. Numéro 7. L'équipe peignait des feuilles mortes en vert chaque matin. Le film se déroule en été 1963, mais il a été tourné en automne 1986. Un problème évident se pose immédiatement. Les feuilles virent au brun et à l'orange. L'herbe se dessèche, tout crie l'automne, alors qu'on a besoin que ça ressemble à juillet. La solution est absurde. Des membres de l'équipe armés de bombes de peinture verte, repeindre les feuilles brunes en vert. Patrick Swayze dira plus tard que c'était la chose la plus bizarre qu'il ait jamais vue. Des gars qui sortent avec des bombes de peinture pour rendre aux feuilles leur couleur estivale. Mais ce n'est pas un effort ponctuel. Ils doivent le faire constamment, au fur et à mesure que de nouvelles feuilles changent de couleur chaque jour. Certains matins, le département artistique arrive de bonne heure et passe 2 heures à repeindre les feuilles tombées de la veille. Si vous regardez attentivement, vous pouvez repérer les traces de peinture dans certaines scènes, surtout dans les plans larges où le vert paraît presque trop vif pour être naturel. L'équipe doit aussi dissimuler la buée visible des acteurs lors des scènes en extérieur, le froid étant suffisamment intense pour rendre l'air expiré visible. Les réalisateurs attendent les moments entre 2 respirations ou filment selon des angles, évitant les visages pendant les dialogues. L'herbe présente un autre défi. L'herbe naturelle meurt en automne et devient brune. Impossible de peindre tout un champ, alors il faut cadrer les plans avec soin pour éviter de montrer trop de sol, ou placer stratégiquement couvertures et accessoires pour couvrir les zones mortes. La météo devient également imprévisible. Certains jours sont relativement chauds et ensoleillés, parfaits pour des scènes estivales. D'autres sont froids et couverts, obligeant à réécrire le planning de tournage en permanence. Numéro 6. Patrick s'est battu pour supprimer sa réplique la plus iconique. Personne ne met Baby dans un coin. Classé 98e sur la liste des 100 meilleures répliques de cinéma de l'American Film Institute, Patrick Swayze détestait cette ligne. Le contexte, l'instant, la façon dont elle prépare la danse finale, tout s'emboîte. Ce que Patrick n'avait pas saisi pendant le tournage, c'est que la réplique ne parle pas littéralement de Baby coincé dans un angle. Elle parle de son père et de la société qui cherche à la diminuer, à la maintenir petite et sous contrôle. La déclaration de Johnny, c'est lui qui se lève pour défendre son autonomie et sa valeur. Une fois que Patrick voit cet ancrage émotionnel à l'écran, il saisit tout. La ligne devient instantanément iconique. Les gens la citent en soirée, la glissent dans leur quotidien, la référencent dans d'autres films et séries. Elle devient raccourci universel pour défendre quelqu'un ou refuser de laisser les autres être marginalisés. Jennifer Grey a déclaré que quand ils ont tourné cette scène, Patrick a délivré la réplique avec une telle conviction que même si elle l'avait entendu s'en plaindre auparavant, dans l'instant, il l'avait vendue entièrement. L'ironie est totale. La ligne que Patrick a combattue le plus farouchement est devenue celle pour laquelle il sera éternellement remembré. Numéro 5. On drainait le liquide du genou de Patrick entre chaque prise. Patrick Swayze arrivait sur Dirty Dancing avec des problèmes de genoux déjà anciens, accumulés après des années de danse professionnelle, depuis l'enfance dans l'école de danse de sa mère. Avant même le début du tournage, son genou était déjà fragilisé. La cascade du tronc d'arbre empire tout. Patrick insiste pour la faire lui-même, malgré le risque. Il tombe à répétition, heurte l'eau durement. Après plusieurs tentatives, son genou enfle significativement. Le personnel médical sur le plateau doit drainer le liquide accumulé entre les prises
pour réduire l'enflure et lui permettre de continuer. Il termine une prise et se retrouve immédiatement à glace pendant que l'équipe réinstalle le plan suivant. La scène du lac est particulièrement éprouvante. L'eau froide raidit le genou et soulever Jennifer dans ces conditions requiert de combattre une douleur intense. Patrick écrira plus tard dans son autobiographie sur le fait d'avoir dansé dans la douleur extrême tout au long de sa carrière, et Dirty Dancing n'a pas fait exception. La blessure a eu des répercussions bien après la fin du tournage, contribuant à des problèmes de genoux chroniques qui l'ont poursuivi pendant des années. Mais pendant ces 43 jours de production, abandonner n'était pas une option. Trop de choses en dépendaient. Numéro 4. La bande originale est restée 18 semaines numéro 1 et s'est vendue à 32 millions d'exemplaires. La bande originale de Dirty Dancing mêle des classiques des années 60 à des nouvelles chansons qui sonnaient rétro tout en paraissant fraîches. Personne n'avait anticipé ce qui allait suivre. L'album passe 18 semaines en tête du Billboard 200 et se vend à plus de 32 millions d'exemplaires dans le monde, devenant 14 fois multiplatine aux États-Unis et l'album le plus vendu de tous les temps en Allemagne. La chanson I've Had the Time of My Life remporte l'Oscar de la meilleure chanson originale, le Golden Globe de la meilleure chanson originale et le Grammy de la meilleure performance pop par un duo ou groupe avec voix. La bande originale engendre 2 albums dérivés en 1988 et 2003. Un fait étrange, I've Had the Time of My Life devient la 3e chanson la plus jouée lors des funérailles au Royaume-Uni. Une chanson survivre le meilleur moment de sa vie, associée à l'adieu aux êtres chers, ce qui, si on y réfléchit, n'est pas si absurde. Le succès de la bande originale était totalement imprévu. Vestron avait des attentes si basses pour le film qu'il l'avait à peine promu. La musique s'est répandue par le bouche à oreille et la radio. Des titres comme Hungry Eyes et She's Like the Wind sont devenus de grands succès indépendamment du film. L'impact a dépassé les chiffres de vente. La bande originale a provoqué un renouveau de la musique des années 60 à la fin des années 80. Les stations de radio oldies voient leur audience grimper. Les maisons de disques commencent à rééditer des albums classiques de cette époque et les écoles de danse rapportent une hausse d'inscriptions aux cours de danse en couple. La musique d'un film indépendant à 5 millions de dollars que les dirigeants croyaient ou condamnés est devenue l'une des bandes originales les plus vendues de l'histoire. Numéro 3. Les meilleures scènes du film sont des accidents capturés par la caméra. La scène où Baby et Johnny rampent ensemble au sol n'était pas dans le scénario original. Patrick et Jennifer répétaient une doigt quand le réalisateur est entré et les a observés. Il a trouvé ça magnifique et leur a demandé de le refaire pendant que les caméras tournaient. La scène a été intégrée au film exactement telle qu'elle avait été répétée. Un autre moment non scénarisé survient, quand le réalisateur découvre le chorégraphe Kenny Ortega et l'assistante chorégraphe Miranda Garrison en train de danser un trio avec Jennifer pour lui enseigner l'attitude et le rythme. Il décide sur le champ d'intégrer ce trio au film, avec Penny, Baby et Johnny. Ce qui en ressort est élégant, retenu et magnifiquement filmé. C'est ainsi que fonctionnait cette production. L'équipe créative a réalisé que les meilleurs moments venaient souvent de la capture d'acteurs, en dehors de leur garde ou du tournage de répétition. La qualité naturelle et non polie qui en résultait ajoutait une authenticité que les scènes soigneusement chorégraphiées ne pouvaient pas toujours atteindre. L'inexpérience de Jennifer comme danseuse a en réalité joué en faveur du film. Ses difficultés à apprendre les mouvements, sa nervosité authentique, tout cela se transposait parfaitement dans le personnage de Baby. La voir progresser au fil du tournage reflétait exactement le parcours du personnage dans le récit. Numéro 2. L'hôtel avait le pouvoir légal de torpiller tout le film. Mountain Lake Lodge en Virginie servait de décor principal, et l'équipe entière y vivait pendant le tournage. Au printemps 1987, l'hôtel organise une projection du montage brut parce qu'il bénéficiait de droits contractuels, lui permettant de bloquer la sortie du film s'il désapprouvait la façon dont sa propriété était représentée. 2 représentants de l'hôtel sont envoyés à New York pour visionner le montage. Tout le monde retient son souffle. Si l'hôtel exerce son droit de blocage, la production entière serait sans valeur. Les représentants reviennent en Virginie avec un avis favorable, et il y a un soulagement prudent. Le vrai test arrive quand le film sort au Lyric Theatre à Blacksburg en août 1987. La réaction locale déterminera si l'hôtel a fait le bon choix. La ville entière adore le film. Un responsable local déclare que c'est l'une des meilleures choses qui soit jamais arrivées à la région et affirme que tout le comté a vu le film au moins 6 fois dans le premier mois.
Les affaires de l'hôtel explosent. L'hôtel organise aujourd'hui des week-ends thématiques, Dirty Dancing, avec cours de danse, chasses au trésor et opportunité de recréer des scènes célèbres. Le lac lui-même est devenu une attraction touristique, même s'il s'est mystérieusement asséché complètement entre 2008 et 2012, à cause de cycles géologiques naturels. Numéro 1. Du fiasco annoncé au film le plus rentable de 1987. Voilà le tableau complet. Scénario rejeté 43 fois par chaque grand studio. Finalement tourné pour 5 millions de dollars par une société de distribution vidéo. Le film sort le 21 août 1987 avec des espérances modestes. Les critiques livrent des avis partagés. Et puis, quelque chose se déclenche. Le bouche à oreille s'emballe. Les salles se remplissent. Le film censé disparaître devient le plus rentable de 1987, engrangeant plus de 214 millions de dollars dans le monde pour un budget de 5 millions. Mais le succès financier n'est que le début. Dirty Dancing devient un phénomène culturel qui transforme la façon dont on perçoit les films de danse, les histoires d'amour et les récits de passage à l'âge adulte. Le film aborde des sujets sérieux, tout en maintenant son cœur romantique. Voilà les 15 secrets du film que personne ne voulait et que tout le monde a fini par aimer. Lequel de ces faits vous a le plus surpris? Si ce voyage dans les coulisses vous a passionné, laissez un like. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines plongées dans les films qui ont marqué nos vies. Et dites-nous en commentaire quel film vous voulez qu'on explore la prochaine fois. Chaque réaction compte énormément et nous aide à continuer à vous proposer ce type de contenu. À très bientôt.